Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue sur le plateau du journal de la télévision nationale du Burkina. Au menu de cette édition des nouvelles du Conseil des ministres qui s'est tenu ce mercredi sous la présidence de son Excellence M. Blaise Compaoré, président du FASO, président du Conseil des ministres. Il a délibéré sur de nombreux dossiers relatifs à l'adoption de décrets dont les détails vous seront livrés par les ministres en charge de ces différents dossiers. Dans cette édition, il sera également question de la situation au Mali avec les combats au sol menés par les forces françaises contre les islamistes. Des réactions de quelques Burkinabés dans ce journal. Et puis le président du FASO honoré par le conseil municipal de Ouagadougou, le boulevard qui longe le palais de la présidence porte désormais son nom. Le Conseil des ministres de ce jour a examiné un rapport relatif à la création de comités provinciaux de suivi des travaux d'infrastructure dans les provinces de notre pays. Ils seront présidés par les hauts commissaires et auront 3 missions essentielles parmi lesquelles le suivi de l'exécution des travaux de construction et d'aménagement d'infrastructures. Plus de précisions avec le ministre de l'économie et des finances au micro de Yacouba Goro. Le Conseil a pris comme mesure, entre autres, de créer ces comités qui auront en fait comme mission, il y en a 3 essentiellement. D'abord, d'informer les populations des provinces concernées des programmes d'exécution, des programmes en tout cas d'infrastructures qui seront réalisés. Et pour ce faire, en début d'année, chaque ministère doit communiquer à ces comités la liste des écoles qui doivent réaliser, les routes qu'on doit réaliser, les écoles qu'on doit construire, les centres de santé, etc. L'autre mission qui est essentielle, c'est d'assurer le suivi de l'exécution de ces travaux-là. Et enfin, un troisième rôle, c'est de pouvoir faire rapport au Conseil, rapport au gouvernement sur les difficultés en contact de recommandation. Parce que nous avons constaté que c'est vrai que nous avons les structures de contrôle de l'administration. On va tout faire pour les maintenir, mais nous avons pensé que c'est mieux d'impliquer les bénéficiaires, d'impliquer les structures locales pour nous aider à faire le suivi. Voilà pourquoi pour la composition du comité, on a prévu 4 grands groupes. On a bien sûr l'administration locale, notamment le haut commissaire qui va présider. Nous avons l'administration décentralisée, à savoir les maires, mais aussi les représentants des bénéficiaires des populations. Par exemple, dans le cas des écoles, on va à l'association des parents d'élèves. Et comme 4e groupe, le secteur privé. Parce que nous avons pensé que c'est bon qu'on ait aussi des gens qui soient là pour éclairer le comité dans l'appréciation des travaux, mais surtout aussi pour servir de relais pour sensibiliser les entreprises. Alors, donc, le Conseil a adopté ce rapport et nous a instruit de tout mettre en œuvre pour rendre ces opérations le plus rapidement possible. Et nous pensons qu'avec ce comité, qui va permettre donc un suivi rapproché, un suivi par les bénéficiaires, cela va être un élément supplémentaire pour l'État pour s'assurer que, effectivement, ces institutions sont bien réalisées. Également adopté le rapport relatif au décret portant création, attribution, organisation et fonctionnement du secrétariat permanent chargé du suivi des réformes des licences d'affaires. Les explications du ministre en charge du dossier au micro toujours de Yacouba Goro. Nous avons au Burkina Faso connu une première période que nous avons appelée amélioration du climat des affaires qui nous a permis de faire des avancées et permis aux investisseurs, aux hommes d'affaires de pouvoir bénéficier d'avantages et de facilités. La deuxième génération de réformes plus importantes, parce que dans la première on avait eu un classement très important qui était que nous étions le premier réformateur dans la zone et au niveau mondial on avait le 4e rang. Mais la deuxième vague des réformes qui a été lancée par son exemple le Premier ministre, c'est l'amélioration du climat des investissements. Et cela participe du fait qu'il faut rationaliser aujourd'hui l'ensemble des licences, toutes les autorisations qui sont accordées à des investisseurs de pouvoir réaliser une activité. Et vous savez que nous sommes une administration qui a des procédures, qui a des habitudes, des us. Donc cela fait qu'aujourd'hui, parfois, il est difficile de pouvoir réaliser une activité dans un court délai. Vous pouvez avoir une décision de création, un agrément d'ouverture d'une usine, et maintenant, les autorisations qu'il vous faut avoir peuvent vous donner un délai beaucoup plus long. Donc la procédure maintenant, c'est d'avoir une structure de suivi pour accompagner les ministères. Voilà la raison de la création du secrétariat permanent chargé de la réforme des licences d'affaires, qui aura une mission transversale de recensement, de traitement, d'accompagnement des ministères pour rationaliser ces licences d'affaires. Voilà ce que nous pouvons dire succinctement de ce projet qui a été pris aujourd'hui, de décret qui a été soumis aujourd'hui et adopté.
Le ministre en charge de l'Agriculture a fait une communication relative au programme de renforcement de la mécanisation agricole. Il ressort qu'après 2 ans de mise en œuvre, l'opération rencontre quelques difficultés, notamment la faible implication des femmes dans le processus. Le ministre de l'Agriculture s'exprime au micro de Yacouba Gourou. Un des problèmes clés de notre agriculture, c'est le faible niveau d'équipement des producteurs agricoles. Alors c'est pourquoi dans le cadre du programme du chef de l'État Bâtir ensemble un Burkina émergent, le président du FASO a accepté d'accompagner le programme de mécanisation agricole du département de l'agriculture d'une opération dénommée 100 000 charrues. Cette opération devait nous permettre de doter les producteurs vulnérables d'unités de 100 000 charrues à raison de 20 000 chaque année, calées sur la période 2011-2015. Donc après 2 années de mise en œuvre de ce programme, nous avons décelé un certain nombre de difficultés. Les difficultés essentielles, c'est lesquelles? C'est les difficultés rencontrées par les artisans de livrer dans les délais les unités aratoires aux bénéficiaires. Deuxième difficulté, c'est le problème de disponibilité de la matière première, c'est-à-dire l'acier pour pouvoir fabriquer les charrues. Et enfin, troisième difficulté, c'est la faible implication des femmes à l'opération. Donc le Conseil nous a instruit de revoir les mécanismes opérationnels de cette opération en concertation avec les départements ministériels concernés et ensuite de revoir un peu, de s'inspirer de l'expérience des projets similaires qui ont été déjà conduits dans notre pays. Le ministre en charge de l'eau a annoncé la tenue prochaine de la première session du cadre sectoriel de dialogue eau et assainissement. Une rencontre prévue pour se tenir le 18 janvier prochain dans notre pays et qui permettra de formuler d'importantes recommandations en la matière. Des propos recueillis pour vous par Yacouba Gourou. Dans le cadre de la mise en œuvre de la SCAD, il a été mis en place une quinzaine de cadres sectoriels de dialogue. Et au départ, l'eau et l'assainissement étaient pris en compte au niveau, le secteur eau et assainissement était pris en compte au niveau du cadre sectoriel de dialogue nommé développement rural, sécurité alimentaire et environnement. Mais compte tenu de la priorité que les plus hautes autorités voulaient accorder à l'eau et compte tenu aussi que ces autorités voulaient montrer vraiment la grande importance de l'eau dans la mise en œuvre de la SCAD, on a établi un cadre sectoriel de dialogue spécifique sur l'eau et l'assainissement. Et comme tous les autres cadres sectoriels de dialogue, ce cadre-là devait faire sa revue semestrielle avant la fin de l'année, c'est-à-dire fin décembre au plus tard. Mais pour des raisons de calendrier des acteurs, cette session n'a pas pu avoir lieu. Et c'est pour cela que ça a été ramené à 2013 et ça aura lieu le 18 janvier 2013. La deuxième édition de la Semaine nationale des arts culinaires se tiendra du 21 au 27 janvier prochain sous le signe de la découverte de la diversité culinaire des régions de notre pays. L'annonce a été faite au cours du Conseil des ministres par le ministre de la Promotion de la Femme et du Genre. La Semaine nationale des arts culinaires aura lieu du 21 au 27 janvier, donc à partir de la semaine prochaine, sur le thème « Cuisine de nos régions à la découverte de la diversité culinaire du Burkina ». Et ce thème a été choisi parce que lors de la Semaine nationale de la culture, des journées agro-sylvo-pastorales et de beaucoup d'autres manifestations culinaires et culturelles, il arrive qu'on fasse des expositions culinaires ou même des concours. Mais les femmes qui sont primées, les plats qui sont primés ne sont pas vulgarisés à l'échelle nationale pour que ceux-là qui ne participent pas à ces événements-là puissent goûter et puis en tout cas les intégrer dans leur mode alimentaire. Et d'autre part, dans les différentes régions, la cuisine varie.
Mais tant qu'on n'est pas originaire d'une région donnée, on ne sait pas quels sont les plats qui existent. Et aujourd'hui, si on veut valoriser la cuisine de notre pays, pouvoir trouver des plats de référence qui représentent le mieux l'identité culinaire de notre pays, et il fallait donc donner l'occasion à toutes les régions de venir présenter ce qu'elles ont de meilleur dans le domaine de la cuisine, afin que donc les consommateurs burkinabés puissent découvrir et adopter pour que la consommation donc puisse se généraliser sur le plan national. Alors nous organisons cette édition-là en mettant l'accent donc sur la découverte de la diversité culinaire de notre pays. Et à l'occasion, c'est un événement que le ministère de la Promotion de la Femme et du Genre accompagne. Mais nous sommes en partenariat dans cet accompagnement-là avec le ministère de l'Agriculture et de la Sécurité alimentaire ainsi que le ministère de la Culture et du Tourisme. L'événement est présidé par la Première Dame et Madame Christiane Tiao, l'épouse de son Excellence Monsieur le Premier ministre. Nous comptons également à l'occasion faire une exposition donc de produits de la faune, des produits de la faune, de la pêche et puis de l'agriculture bien sûr. Le ministre en charge des droits humains a fait au Conseil un compte-rendu sur l'état d'avancement du passage du Burkina à l'examen périodique universel. La situation des droits de l'homme dans notre pays sera soumise à l'appréciation de spécialistes en la matière. Madame Julie Niasomda s'explique au micro de Yacouba Gourou. L'examen périodique universel, comme son nom le dit, c'est un examen qui permet au Conseil des droits de l'homme de passer en revue la situation des droits de l'homme dans chaque État. Et le Burkina Faso, en 2008, avait déjà fait l'objet de cet examen. Il y a des recommandations qui avaient été faites, il y en a qui avaient été acceptées et d'autres avaient été rejetées. Et nous nous sommes attelés depuis 2008 à mettre en œuvre en fait ces recommandations. Et en 2013, nous allons assister au deuxième passage du Burkina Faso à l'examen périodique universel. Il s'agit de voir quel est l'état d'avancement de la mise en œuvre de ces différentes recommandations, quelles sont les difficultés, quelles sont les initiatives, quelles sont les mesures que le Burkina Faso a pris pour pouvoir favoriser l'évolution de la situation des droits de l'homme au Burkina. Et donc, le deuxième passage est prévu pour fin avril, début mai. Et comme je l'ai dit, on va examiner la situation des droits de l'homme au Burkina et notamment la mise en œuvre des recommandations qui avaient été faites. Cap à présent sur le Mali où les combats ont pris une nouvelle tournure. Les forces françaises ont entamé les combats au sol et ont demandé aux pays limitrophes du Mali de fermer leurs frontières, tout comme l'a fait l'Algérie. L'objectif étant de maintenir les djihadistes au nord. L'on dit ne plus croire au dialogue mais à la force, d'autant plus que l'ensemble des mouvements islamistes invités au dialogue ont soufflé le chaud et le froid. L'intervention de la force internationale par le biais de la France pour stopper les velléités des djihadistes au nord Mali est bien accueillie à Ouagadougou, dans la capitale burkinabé. On est tenté de se laisser convaincre par cette impression après un arrêt dans certaines artères de la ville. Et notre souhait est que cette intervention puisse durer pour qu'on puisse débarrasser la sous-région de ces terroristes qui, en réalité, ne sont pas des musulmans, mais sont des narcotrafiquants qui ne veulent que s'aimer la zizanie au milieu des populations qu'ils asservissent actuellement. Il faut chasser ces terroristes-là hors du monde. Mais vous voyez ce qui se passe. Ils prennent les gens en otage, ils tuent, ils violent les femmes. Je crois que le Burkina devait envoyer plus de 500 soldats au lieu d'envoyer 500. Parce que, à savoir, si la France seule pourra en tout cas chasser ces terroristes, ces bandits hors de l'Afrique et du monde entier. Vraiment, le problème qui se pose au Mali, vraiment, on est très dessus. On n'y peut rien, mais on supplie que le Seigneur vraiment aide les Français à arrêter cette guerre. L'intervention venue de la France, vraiment, je pense que c'est bien. C'est une bonne chose. Mais je prie aussi Dieu pour que ça puisse bien aller et qu'il y ait la paix, quoi. De mon point de vue, en toute sincérité, je loue le courage de la France qui est intervenue pour sauver vraiment cette situation au Mali. Parce que déjà, avant ça, les réfugiés qui sont
qui viennent par exemple au Burkina ou partout, nous voyons que c'est une souffrance. Et je pense que c'est même trop duré que cette intervention ne soit venue. Le dialogue comme solution au départ, en tout cas pour les Burkinabés, il n'est plus question de dialoguer, mais plutôt renforcer les forces en présence pour mettre hors d'état de nuire les terroristes qu'ils qualifient désormais de boulangers. À l'heure actuelle, avec ces gens-là, le dialogue n'est pas possible. Le dialogue, on a trop dialogué. On a beaucoup dialogué, on a fait toutes les suppositions possibles, toutes les formules ont été adoptées avec ces gens-là. Mais ils ne sont pas très honnêtes dans leur méthode. Ils disent c'est rouge, demain c'est vert, c'est noir. Bon, on ne sait exactement pas qu'est-ce qu'ils veulent. Eux-mêmes, après le dialogue, ils disent qu'ils vont cesser les choses, les hostilités. Mais à chaque moment, on constate que non, quand ils disent qu'ils vont arrêter, au retour là, ils font pire que ce qu'ils faisaient avant. Le président du Faso a fait un effort pour essayer de la rapprocher. Bon, je pense qu'ils se sont entêtés et je pense que le président, à l'entendre, il a beaucoup fait pour que ce rapprochement-là soit fait, pour qu'il n'y ait pas un bain de sang, pour qu'il n'y ait pas de guerre. Mais ils ont outrepassé ça. Je crois qu'ils ont fait une bêtise. Le dialogue n'a pas abouti, puisqu'on a commencé par le dialogue. Il ne faut jamais négocier avec des bandits. Parce que moi, je pense que c'est des narcotrafiquants, des bandits qui agissent au nom de l'islam, alors que non, l'islam ne prend pas la violence. Voyez ce qui se passe. Les Burkinabés louent alors la force de la communauté internationale avec les frappes aériennes. Après le ciel, les combats vont s'intensifier au sol et pour beaucoup, les troupes alliées de la France, notamment des pays de la CEDEAO, doivent y arriver le plus vite possible pour éviter l'infiltration des assaillants afin de libérer le Mali et la sous-région ouest africaine. Et c'était un reportage de Nyarkité Da. Et puis, dans le cadre du processus d'intégration régionale, des difficultés persistaient quant au fonctionnement des postes de contrôle juxtaposés de Sankassé. Des dispositions viennent d'être prises pour faciliter les procédures administratives et douanières à travers la signature d'un mémorandum d'entente et d'un document de mise en œuvre du transit routier informatisé. Les précisions dans ce commentaire de Fousseni Kido. Un acte qui matérialise désormais l'opérationnalisation des postes de contrôle juxtaposés à la frontière entre le Burkina Faso et le Togo. La signature d'un mémorandum d'entente et d'un document sur la mise en œuvre du transit routier informatisé entre les deux pays comble un vide juridique. Ce sont des actes qui précisent les obligations de chaque partie sur les postes de contrôle de Sankassé. Il n'est plus question de transit nationaux, mais de promouvoir le transit international. Les responsabilités qui étaient limitées au plan national, il faut trouver un cadre d'entente qui permet aux deux États justement de pouvoir situer les responsabilités au cas où ce transit-là ne respecterait pas un peu le cadre juridique des deux pays. Si la redevance demandée aux transporteurs n'est pas réglée, si de l'autre côté les transporteurs n'adhèrent pas à cela, si la perception unique de fonds de garantie n'est pas assurée par une entente entre les deux chambres, il faudra craindre que la cérémonie de ce matin ne puisse contribuer véritablement à l'opérationnalisation des PCJ de Sankassé. Les postes de contrôle juxtaposés de Sankassé sont voulus dans le cadre des accords de l'UEMOA pour faciliter les opérations de douane et travailler à une intégration économique sous-régionale. Les textes d'application signés ce mardi 15 janvier 2013 vont donc aider les concessionnaires des postes de contrôle juxtaposés à être plus concrets dans le travail de transit routier informatisé. Le président du Faso, honoré par le conseil municipal de Ouagadougou, le boulevard longeant le palais présidentiel Sisa Kossiam porte désormais son nom. La cérémonie s'est déroulée hier en présence de nombreuses personnalités et membres de la famille du chef de l'État. Le compte-rendu est de Symphorien Somda.
Après les 5 anciens présidents qui se sont succédés à la tête du Burkina Faso, c'est au tour du président Blaise Compaoré d'être immortalisé à travers l'affectation de son nom sur une artère de la ville de Ouagadougou. Les voiries urbaines précédemment identifiées par les numéros 15724 et 15636, 6 dans le 12e arrondissement du nouveau découpage, débutant à l'ouest par le boulevard France-Afrique, route de Léo, et finissant à l'est par la rue 15989, aboutissant à la route de Pau, qui porte désormais le nom boulevard Président Blaise Compaoré. C'est au regard des multiples valeurs humaines qu'incarne le président Blaise Compaoré, son investissement personnel en faveur du processus de communalisation intégrale et le rayonnement du Burkina Faso dans le concert des nations, que cette rue porte désormais son nom. Ce n'est pas faire du griotisme que de reconnaître que ces empreintes resteront indélébiles dans la ville de Ouagadougou et dans le Burkina. Tant les réalisations sont nombreuses, majestueuses, tant la ville de Ouagadougou, le Burkina Faso ont gagné en respectabilité sur l'échiquier international et l'échiquier africain. La famille du récipiendaire salue l'action du maire et de son conseil municipal pour cette reconnaissance. On vient de baptiser la rue au nom du président du Faso, de mon époux. Et pour moi, c'est une joie, c'est une reconnaissance du peuple burkinabé à travers son maire au président du Faso. Et pour ça, je ne peux qu'être très heureuse. Pour la famille Compaoré, je dirais que c'est un grand honneur. Et comme vous l'aviez constaté, c'est la deuxième fois consécutive. Nous avons eu la chance d'avoir un hôpital qui a été baptisé en son nom. Et aujourd'hui, c'est donc la rue, ou du moins le boulevard, que nous venons donc de vivre comme événement en matière de baptême. En tout cas, pour la famille, c'est un grand honneur. Et nous voulons avant tout remercier le conseil communal qui a eu l'idée donc de faire cette proposition en tenant compte du fait que l'homme, il a mis aussi sa touche dans le développement de cette capitale. La rue renferme de nombreuses valeurs. En choisissant de faire d'elle le fil conducteur de l'histoire de la ville et de sa diversité culturelle, le conseil municipal de Ouagadougou traduit ainsi sa volonté d'humaniser, de lui donner un sens, une âme conforme aux besoins et aux aspirations des citoyens qui l'habitent. Le Premier ministre a reçu cet après-midi même le président directeur général de la société North Gold, une structure spécialisée dans l'installation de sociétés minières. Les entretiens ont porté sur les activités menées par la société dans notre pays, notamment l'entrée en fonction de l'exploitation de la mine de Sampsé dans le BAM. Nikolai Zelensky s'exprime au micro de Ramatouzida. Tout d'abord, nous avons échangé autour de l'ouverture de la mine d'or de Bissa, qui est la seconde mine d'or que nous exploitons au niveau du Burkina Faso. J'ai également profité de l'occasion qui m'a été offerte pour exprimer toute ma gratitude à son Excellence, Monsieur le Premier ministre, et à l'ensemble de son gouvernement pour l'appui et l'assistance qui nous a été apportée lors de la construction de cette mine d'or à Bissa. Et avec également le soutien et l'appui de son Excellence, Monsieur le Président du Faso, nous avons réussi la performance extraordinaire de construire cette mine d'or en 15 mois. Nous avons également été très ravis, très heureux de ce que le Premier ministre ait exprimé son soutien, son appui à notre société et à l'ensemble des activités que nous allons donc mener au niveau du Burkina Faso. Je voudrais également vous informer que notre société continue à investir en termes d'exploration pour que nous puissions donc trouver d'autres sites ou d'autres mines d'or au niveau donc de Bissa. Nous investissons également énormément au plan social au niveau donc des différentes communautés locales qui vivent au niveau donc de Bissa. La contribution de notre société au niveau de l'économie du Burkina Faso est très importante. Nous avons donc investi, nous avons construit une mine en 2008 au niveau de Taparco. C'est la première mine que nous avons donc construite. Et pour la mine d'or de Bissa, nous avons investi environ 260 millions de dollars américains. Et je vous informe qu'un tiers de ce que nous avons investi est utilisé donc au niveau des
entreprises locales pour l'acquisition des produits et des biens au niveau donc des sociétés locales. Nous employons actuellement 700 personnes, 700 burkinabés au niveau de la société Bissa. Nous comptons donc faire exactement ce que nous avons fait à Taparco en termes d'investissement et en termes d'emploi. Et naturellement, notre contribution aussi en termes d'impôts au niveau de l'État est très importante. Et puis, à l'occasion de la cérémonie officielle d'inauguration de la mine d'or de Bissa Zankoum, placée sous le haut patronage de son Excellence, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, la Direction générale du protocole d'État convie les personnalités invitées dans l'enceinte de la dite mine à Sampsé, province du BAM, région du Centre-Nord, le jeudi 17 janvier 2013 à partir de 8h30. L'heure limite d'arrivée est fixée à 9h30. Signé le directeur général du protocole d'État, l'ambassadeur Léon Yougbaré, commandeur de l'ordre national. Les journées de promotion minière qui se sont déroulées du 6 au 8 décembre dernier à Ouagadougou ont permis de prendre la mesure des potentialités de notre pays en la matière. Le comité d'organisation de la manifestation a rencontré ce matin les médias pour faire le bilan des activités menées et le point avec Abdelaziz Yedjibou. Sur une prévision initiale de 500 personnes attendues, ils sont au final plus de 700 acteurs de 18 pays de l'Océanie, d'Amérique, d'Europe et d'Afrique qui ont pris part aux 5e journée de promotion minière Promine. Une manifestation qui, à l'aide de 126 stands d'exposition, a donné à découvrir la diversité et la richesse des ressources du sous-sol burkinabé. Promine 2012, dont l'objectif majeur était de contribuer à accroître le niveau des investissements, aussi bien dans l'exploration que dans l'exploitation minière, afin de maximiser les retombées au profit des communautés, aura tenu toutes ses promesses. On peut dire globalement que la forte participation enregistrée, la qualité des exposés et des conférenciers, la forte demande de stands d'exposition des sociétés minières et des partenaires divers indiquent la grande notoriété de la manifestation désormais inscrite au rang des grands forats. Tous ces éléments nous confortent dans la volonté du département de rendre la tenue des journées régulières et travailler à son autonomie financière. Une trentaine d'exposés présentés au cours de sessions plénières et de tables rondes, des excursions sur les sites miniers d'Essakan et de Perkoa ont marqué Promine 2012. La 6e édition est prévue pour se tenir en décembre 2014. Les formateurs et encadreurs pédagogiques de l'école normale supérieure de Koudougou à l'école de la communication et de l'information, une démarche voulue par les responsables de l'établissement pour leur permettre de mieux développer de nouvelles méthodes d'enseignement. Jean-Baptiste Ouedraogo. L'éducation aux médias et à l'information, c'est le thème de cet atelier de formation des formateurs et encadreurs pédagogiques qui a débuté ce matin à Koudougou. Organisé par l'Université de Koudougou et le soutien de l'UNESCO, il vise à donner aux participants des opportunités de formation continue sur l'éducation aux médias. Dans le contexte mondial caractérisé par la mondialisation de l'économie et celle des médias, il faut savoir tirer meilleur profit pour la jeunesse, d'où la pertinence d'une telle rencontre. On se rend compte que les enseignants, les formateurs, les conseillers pédagogiques et les inspecteurs ont réellement besoin d'une telle formation pour mieux saisir l'opportunité qu'offre aujourd'hui le monde des médias, l'international ou au niveau national, pour davantage faire l'ancrage institutionnel des contenus de formation à nos apprenants, à nos élèves stagiaires, enseignants, comme aussi élèves, conseillers, inspecteurs. Les participants à cet atelier sont des encadreurs des futurs enseignants et à ce titre, ils doivent s'approprier les fondements essentiels sur l'éducation aux médias afin de mieux les partager avec leurs apprenants. Aussi, des thèmes comme l'environnement culturel des médias, la production, les représentations des médias ou encore les étapes pédagogiques en matière d'éducation aux médias seront développés au cours de cette session par des spécialistes. L'éducation aux médias est une compréhension et une utilisation critique des médias par les citoyens en général, mais surtout par les élèves. Il s'agit donc pour l'individu, en tout cas les citoyens, de comprendre comment les médias fonctionnent. Quelles sont les fonctions des médias, quelles sont les techniques que les médias utilisent. Si c'est avec l'école normale supérieure de Koudougou qu'a débuté cette formation, elle s'étendra plus tard au primaire avec les écoles nationales de formation des enseignants du primaire et NEP.
Le projet international de supplément de nutriments à base de lipides a tenu sa rencontre annuelle lundi dernier à Bobo-Dioulasso. Les spécialistes du projet ont discuté de son impact dans sa zone d'intervention dans les 3 pays que sont le Malawi, le Ghana et le Burkina Faso. Les précisions avec Moumouni Barou. Les suppléments de nutriments à base de lipides sont une famille de produits conçus pour fournir des éléments nutritifs ainsi que de l'énergie, des protéines et des acides gras pour traiter la malnutrition sévère aiguë chez les personnes vulnérables. Et les enfants de moins de 2 ans, les femmes enceintes et celles qui allaitent constituent la cible du projet, un projet qui intervient depuis 2009 dans 3 pays africains, le Malawi, le Ghana et le Burkina Faso. L'objectif principal du projet ANS dans les 3 sites, alors le Malawi, le Ghana et le Burkina Faso, c'est de trouver un moyen pas de traitement mais de prévention de la malnutrition dans ces pays. Au Burkina, le coordonnateur national du projet se dit satisfait du bon déroulement des activités. Nous sommes partie prenante donc, de la recherche sur le développement de l'enfant. Et le développement de l'enfant passe bien entendu par une bonne nutrition de l'enfant. Et justement pour prendre cette dimension de l'enfant, il faut justement regarder dans la fenêtre des 1000 jours donc de l'enfant, c'est-à-dire depuis sa conception dans le sein de sa maman jusqu'à son 2e anniversaire. Et pour cela, nous avons justement plusieurs implications de produits donc, qui entrent dans le développement de l'enfant. Avec justement ces produits-là, nous avons vu qu'il y a un gain, en tout cas intéressant. L'atelier a pour durée 5 jours et les participants venus des États-Unis, de la France, de la Finlande, du Malawi, du Ghana et du Burkina devront échanger sur l'amélioration efficace du projet. Et le comité ministériel de lutte contre le sida du département des sports a organisé hier un cross pour sensibiliser davantage contre le fléau. Une activité qui entre dans le cadre de son programme d'information et de sensibilisation. Et le compte-rendu est de Bangba David Kafando et Jérôme Tiendrebeo. Les agents du ministère des Sports et des Loisirs ont répondu présents à l'appel du comité ministériel de lutte contre le VIH-Sida et les IST. Un peu d'aérobic pour s'échauffer avant d'entamer le cross pour l'éradication de la pandémie du siècle. Le top de départ a été donné par le secrétaire général en présence des responsables du comité ministériel. Au petit trot, les coureurs ont parcouru un circuit fermé d'environ 4 km en partant du siège du département des Sports et des Loisirs, la primature, le ministère des Ressources animales, le rond-point des Nations Unies avant de rejoindre leur point de départ. À travers cette activité, les agents du ministère marquent leur engagement dans la lutte contre le VIH-Sida et les IST. Ce cross est une invite à la population à éviter les comportements à risque. Nous allons dire merci au secrétariat permanent de lutte contre le VIH, le sida et les IST. Et bien sûr, remercier le président du Faso, qui est le premier responsable de cette lutte au niveau du Burkina, qui nous a permis, à travers notre plan d'action 2012, avoir bénéficié du financement du panier commun SIDA pour mener nos différentes activités. Donc nous avons pu, à travers nos différentes activités, mener des campagnes de dépistage au niveau de nos différents points focaux. En plus, nous avons pu mener des campagnes de sensibilisation, de causerie, pour que, au niveau de toutes nos structures, de toutes nos directions, pouvoir sensibiliser les uns et les autres à pouvoir refuser des comportements à risque. C'est-à-dire que l'utilisation des sportifs et tout ce qui s'ensuit. Le message essentiel, c'est inviter à tout le Burkina, à tous les sportifs, à chacun de faire attention que le sida, il est toujours là. Il est toujours là. Donc nous invitons à toute la jeunesse, à tous les adultes, à tout le monde d'adopter un comportement responsable, un comportement raisonnable afin que nous pouvons enrayer le sida au plan national. Des étirements ont été exécutés afin de s'oxygéner après tant d'efforts fournis dans la bataille contre le VIH-Sida.
Ce fait de société pour refermer cette édition. En Italie, et depuis la mort de sa maîtresse il y a 2 mois, son chien Tommy ne manque pas une messe dans la petite église où elle se rendait souvent et où ont été célébrées ses obsèques. Quand sonnent les cloches de l'église à 17 h chaque après-midi, le berger allemand âgé de 12 ans quitte la place du village où sont assis les anciens et s'installe devant l'autel, sauf quand il pleut trop. Tommy n'a pas manqué un jour à l'église depuis qu'il a accompagné le cercueil de sa chère maîtresse au moment de son enterrement. Le curé accepte désormais la présence tranquille du quadrupède somnolent près de l'autel. Sa maîtresse vivait seule avec 4 chiens errants qu'elle avait recueillis, dont Tommy, et les entourait de son affection. Tommy était son préféré et la suivait toute la journée quand elle sortait de chez elle et allait faire les courses, l'attendant à la sortie de l'épicerie ou de la boulangerie. Avant sa mort, Tommy restait toujours patiemment à la porte de l'église, mais depuis que le curé lui a permis d'y entrer, le jour des obsèques, Tommy assiste au mariage, au baptême et aux enterrements. Dès qu'il entend les cloches et qu'il voit un cortège funèbre entrer dans l'église, il suit le cercueil comme s'il espérait revoir celle qui l'avait sorti de sa condition précaire de chien errant. Il a été désormais adopté par tout le village. Une belle leçon de reconnaissance qui me rappelle cette citation de la femme de lettres française Madame de Sévigné qui disait que l'ingratitude attire les reproches comme la reconnaissance attire de nouveaux bienfaits. C'est la fin de cette édition. Merci de patienter et de nous recevoir tout à l'heure pour le compte rendu du Conseil des ministres en compagnie de Amadou Ardo Diko. À tout à l'heure donc.